Alpiniste, médecin, musicien, voyageur, Michel Kirch a dédié sa vie à la photographie. Il glane des paysages à travers le monde et les transforme numériquement en théâtre mythologique, mise en scène où se jouent des destins suspendus dans le temps. Le plasticien compose des scènes allégoriques en puisant dans son immense répertoire de photographies argentiques. L'essentiel, c'est souvent le socle de la mémoire. C'est nos fondements. Donc je suis sensible à ce qui se passe derrière. Moi, ce qui m'intéresse dans le personnage, c'est sa confrontation avec le panorama, donc avec l'univers, donc avec lui-même. Et donc pour cela, j'utilise des silhouettes qui deviennent des silhouettes un peu symboliques, mais dans lesquelles on peut se reconnaître. Ces visions semblent toujours émerger d'un paradoxe, à travers des compositions irréelles qui s'affranchissent de la raison et où l'échelle est relative. L'homme y accomplit des rites de passage, entre un ici et un ailleurs, comme poussé par des mouvements invisibles. C'est pas seulement ma mémoire personnelle, je puise dans ma mémoire personnelle, pas tellement, mais plutôt dans la mémoire collective. La mémoire de l'espèce, la mémoire de la planète, la mémoire... L'art sacré, l'art mystique a donné des choses peut-être les plus importantes de l'humanité. Et il y a un sens là-dedans. Pourquoi c'est si fort? Pourquoi c'est si puissant? Pourquoi c'est si pérenne? Pourquoi aujourd'hui encore on est sensible à ces images ancestrales, bibliques, archétypielles? Notre perception est troublée par l'ambiguïté de ces rapprochements. Le réalisme nous oblige au doute et le mystère devient crédible. Il y a aussi une autre façon aujourd'hui qui est plus conceptuelle, c'est de considérer que l'Internet est une forme d'inconscient collectif. Et on trouve aujourd'hui une foison des milliards d'images sur Internet, et que de toute façon, moi je transforme pour les intégrer dans un ensemble beaucoup plus vaste. Claudia Vialaré est photographe, mais son travail perpétue la mémoire de la peinture et de la sculpture. Froissées, condensées, ses œuvres proposent une nouvelle lecture d'un héritage, celui des grands maîtres de l'art. J'ai repris cette idée de facette cubiste dans les facettes que forme le papier froissé, tout simplement. Voilà. Chaque papier que je froisse, il a aussi une multitude de possibles. Et c'est ça que j'aime en fait dans ce processus que j'ai mis au point. L'artiste redéfinit chaque image en la transformant en volume. Les plis du papier épousent les drapés de ses personnages, soulignent certains détails et en font disparaître d'autres. Une nouvelle composition voit le jour. Ce froissement, il doit toujours avoir un sens. Dans le penseur, c'est toutes les différentes visions possibles d'une même personne, ou tout ce qui peut se passer dans son esprit, les pensées en fait. Voilà. Chaque fois, il faut que ça veuille dire quelque chose pour moi. J'ai fait de la peinture à l'huile, en grand format, pendant une dizaine d'années. Je porte aussi cette mémoire des gestes de la peinture, puisque par exemple, je ne travaille qu'avec une palette numérique et avec un stylet. Donc je peins, moi. Avec mon ordinateur, je peins. Quand j'ai changé de médium, j'ai pas changé d'inspiration. Et donc, mes sources d'inspiration, c'était bien souvent l'histoire religieuse ou l'histoire mythologique, voilà, des grands mythes déjà interprétés dans l'histoire de l'art, en exprimant ce que moi je ressens
devant ces peintures, en les réinventant en somme. Lorsqu'elle met en scène des modèles dans son atelier, Claudia Vialaré puise dans un répertoire séculaire. Ce sont des poses qui se suffisent à elles-mêmes, hors de tout contexte. L'enjeu pour moi, il est dans l'expression de la pose, faire passer quelque chose pour essayer de concentrer donc, dans les gestes la présence. Moi, je préfère interpréter la mémoire comme l'histoire, mais l'histoire non écrite. Mon travail, il a été toujours interprété comme des fouilles archéologiques, un peu comme du réseau urbain non abouti, des vues aériennes de quelque chose un peu flou. Donc pour moi, la création, c'est convoquer quelque chose qui n'existe pas. C'est faire appel à une absence, en fait. Dans un important projet réalisé à la Casa Velázquez, Léon Garreo de Mainvilliers évoque la société minière de la vallée du Rio Tinto en Andalousie. Un fleuve et une histoire marqués par un minerai, le cuivre, que l'artiste ronge à son tour à travers le procédé de la gravure. Les formes déchiquetées des empreintes se prolongent dans des contours imaginaires piqués de fils rouges. Mon travail, par exemple, pour le projet de mine, c'était pas reproduire la mine en entier, mais sinon partir du fragment qui est à l'origine du cuivre, en fait. C'est les pierres, en fait. On est à la limite entre le sol habité et le sous-sol qu'on ne connaît pas. Donc, il y a dans cette limite un peu fragile, il y a le mystère qu'il faut transmettre. En fait, il y a les résidus de mes découpes. En fait, il y a tout le métal qui a été retravaillé par un ami verrier. En fait, c'est une sorte d'émail, mais en fait, on a récupéré les couleurs de la pierre originale. En fait. C'est vert et c'est cette couleur un peu orangée. Pour suggérer la présence des femmes dans cet univers de terre et de métal, l'artiste s'empare de leur mantille et imprime directement cet attribut symbolique. C'est à la fois un voile, une cape et une parure qui marquent de leur empreinte la blancheur du papier. Au fur et à mesure, c'est la même mantille qui est retravaillée, re-ancrée, réimprimée, passée sous presse, détruite. En fait, au fur et à mesure, il y a des trous qui apparaissent. En fait, c'est une métaphore du déclin. Mais Léon recoue les plaies de ce territoire épuisé, rendu stérile et inhospitalier par une exploitation millénaire. Ces prolongements en pointillés, qu'il appelle des sutures, ressuscitent la splendeur passée d'un territoire et d'une histoire qui sombrent aujourd'hui dans l'oubli. Moi, je conçois la gravure comme un processus d'apprentissage. C'est un laboratoire, c'est vraiment des expériences nouvelles à chaque fois. Ania Zuber s'approprie les mémoires anonymes. Cette jeune artiste polonaise surimpose des diapositives directement contre la lentille de son appareil photo. Des portraits d'inconnus, fantomatiques, qui s'imposent dans le monde réel comme des réminiscences mystérieuses. La dorure, qu'elle appose sur des photographies anciennes, bouleverse leur équilibre originel. Elle redéfinit la mémoire ordinaire, elle intervient dans le passé. C'est un procédé plastique qui efface les individualités et donne une portée fabuleuse à des événements anodins. Comme si tous nos souvenirs étaient liés, mais que chaque interprétation était différente. L'or est un symbole super puissant, un symbole de la divinité, du pouvoir, de la richesse. C'est un désir de tout le monde.
Donc ça a une signification tellement puissante que dès que l'or apparaissent, ça change tout, ça change les contextes, ça donne de la valeur et ça... Donc ça m'a toujours interpellée. J'ai passé par des rues et j'ai vu tellement de murs qui étaient tellement beaux. C'est tellement de gens qui sont passés par là, ils ont laissé une trace, une petite écriture, etc. Et ça faisait une composition tellement belle. Et puis la pluie, puis voilà, c'était la toilette même, ou je sais pas, ça ajoutait des couches, qui c'était quelque chose de splendide. Ces graffitis, Agnès Hubert les photographie dans le monde entier et les intègre dans son œuvre grâce au procédé de la sérigraphie. Ce sont des messages authentiques, transposés dans un univers symbolique. Et j'utilise jamais, dans ce projet, il n'y a rien de moi-même. J'imprime. Je reproduis ce que je vois dans la rue en sérigraphie. Donc je suis en intermédiaire. Je prends ce qui est créé par la société sur des murs, dans une expression urbaine. Bien sûr, j'ai choisi des couleurs, j'ai reproduit en sérigraphie sur un fond doré. Et puis, je mets mon nom et on met dans une galerie. Le travail de Joseph Bury interroge nos sens. Il confronte les différentes perceptions d'une même réalité. Ces clichés, élaborés avec des temps de pause d'une journée, mettent en lumière ce que l'œil ne saurait voir, la mobilité éphémère du monde. Tu peux laisser l'appareil photo prendre une image pendant une journée et à la fin de la journée, tu fais comme le carottage. C'est à travers cette couche du temps, cette durée, tu prélèves et tu vois ce que ça donne. Et ça ressemble beaucoup plus à ce que nous, ce qu'on fait d'habitude. Quand tu as un savoir sur une personne ou sur un paysage ou sur ta maison, ça n'a rien à voir avec des imagettes, avec l'instantané. Ça a à voir avec un vécu. Le cycle long de la marée apparaît sous la forme d'un spectre. Sur la digue, le mouvement des vagues ne dissimule plus la masse d'eau qui sommeille en profondeur, immobile. De même, le flou qui entoure le mouvement des brindilles délimite l'espace vital de l'arbre. Pendant la prise de vue, le photographe tente de distinguer les événements, quasiment imperceptibles, qui affecteront son œuvre. Effectivement, cette mémoire, elle est sollicitée dans cette expérience que je fais en restant à côté de l'appareil qui enregistre et qui mémorise. Et donc, il y a deux processus de mémorisation qui sont mis côte à côte. Et cette dualité t'oblige à modifier la tienne. La photographie, il n'y a pas de doute, elle ne va pas se modifier. Et c'est un phénomène assez indépendant. Je m'introduis presque dans l'appareil pour adopter sa manière de mémoriser, pour entrevoir qu'est-ce qu'il va restituer. Effectivement, la confrontation de l'image obtenue par les processus de la chronophotographie longue avec ce que toi tu as emmagasiné dans ta mémoire comme mémoire de l'événement, cette confrontation, elle est intéressante. Évidemment, c'est là où se vérifient les deux mémoires. C'est là où on peut, et c'est là effectivement qu'on acquiert ce que j'appelle une théorie. C'est là où tu peux savoir pourquoi et comment faire une autre image.